Quand tu travailles seul, tu contrôles ton temps. Quand tu travailles en projet, tu négocies avec le temps des autres. Et ce n'est pas la même chose. À l'université, j'ai très tôt pris une habitude que beaucoup ne prenaient pas. Avant de m'engager dans un travail de groupe, je choisissais scrupuleusement mes copartenaires. Pas par snobisme, mais par lucidité. Parce que j'observais les autres groupes et ce que je voyais était récurrent. Des projets bien partis qui déraillaient en cours de route. Pas à cause du sujet, pas à cause de la méthode, à cause des gens, ou plutôt de leur rythme, de leur niveau d'implication, ou encore de leur ego qui prenait plus de place que le travail lui-même. Certains portaient le projet à bout de bras quand d'autres signaient le rendu. Et la confiance, c'est cette chose censée être le socle du travail collectif. Je voyais que ça s'effritait en silence, deadline après deadline. Aujourd'hui, j'ai fait un choix structurel. Je travaille seul sur mes projets. Pas parce que je rejette la collaboration, parce que dans un monde où le travail en projet est devenu la norme, la confiance reste l'exception. Et en plus, avec l'arrivée des agents IA dans les organisations, cette question devient encore plus brûlante. Parce qu'on peut déléguer des tâches à une machine, mais on ne peut pas lui déléguer la confiance. On me demande de faire confiance dans un système qui se fragilise. L'erreur de perception qu'on se fait souvent, c'est que on nous a trop vendu que travailler en projet était un modèle idéal. Plus d'autonomie, plus de collaboration, plus de flexibilité, mais en réalité, le projet est une machine à contradiction. On me demande d'être autonome, mais constamment de tout contrôler. Tu dois coopérer, mais avec des intérêts différents. Tu dois anticiper dans un environnement imprévisible. Et aujourd'hui, une nouvelle couche s'ajoute. Les organisations intègrent des agents IA dans leur processus de travail. On automatise des tâches, on accélère des livrables, on optimise des flux. Mais les frictions humaines, elles restent bien. Et les égos ne se délèguent pas à un algorithme. Les rythmes incompatibles entre collaborateurs ne se résolvent pas avec un outil de plus. Si la désynchronisation entre les membres d'une équipe, cette chose si invisible qui mine les projets, l'IA ne la détecte pas. Elle la contourne, ce qui n'est pas la même chose. Le projet promet la confiance, mais organise le doute. À ce sujet, le sociologue Jérôme Ciuelo, dans le travail en projet à l'épreuve des rapports de confiance dans les réseaux, qui est un article qui est paru dans la Nouvelle Revue du Travail en 2012, il montre cette chose essentielle. Le travail en projet est structurellement paradoxal. Et on va voir ça sous 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que c'est un temps sous tension permanente. Le projet fonctionne avec un début, une fin, des étapes et des deadlines. C'est un temps qui est fermé, compressé et irréversible. Mais en réalité, tout change en permanence. Il y a des imprévus, on doit gérer les retards, les priorités qui bougent, et quand le temps devient incertain, la confiance devient fragile. Jean-Pierre Boutinet, dans Anthropologie du projet en 1990, il explique bien. Le projet est toujours pris entre ce qui est prévu et ce qui arrive vraiment. Et c'est exactement ce que j'observais dans le groupe à l'université. Dès que le calendrier déraillait, dès qu'il y avait une absence, un retard, une deadline mal anticipée, la confiance entre les membres s'effritait. Pas parce que les gens étaient mauvais, parce que le système avait organisé l'incertitude sans organiser la confiance. Quand le temps devient incertain, la confiance de facto se fragilise. Le deuxième niveau que je vais exposer, c'est que la confiance, elle est toujours sous une pression constante. Dans un projet, chaque étape est une évaluation. Tu livres, on te juge. Tu avances, on observe. Tu bloques, on doute. Ta crédibilité se rejoue en permanence. Et Luc Boltanski et F. Chapello, dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme, en 1999, le montrent bien. On voit que dans le capitalisme contemporain, ta valeur, elle dépend de ta capacité à t'intégrer dans des réseaux et des projets. Autrement dit, la confiance n'est plus un acquis social. C'est une réputation constamment renégociée. Et dans un monde où les agents IA peuvent produire des livrables à ta place, cette pression ne disparaît pas. Elle se déplace. On ne te demande plus seulement de livrer. On te demande de prouver que tu apportes quelque chose que la machine ne peut pas faire. Maintenant, le troisième niveau de tension, c'est l'autonomie, qui n'en est pas une, car on te responsabilise. On te dit que c'est ton projet, que tu dois être autonome. Mais en réalité, tu ne contrôles ni les délais, ni les priorités, ni les ressources. Et Daniel Linhart, dans Le travail sans l'homme, en 2009, il nous parle de cette décentralisation des contraintes. Traduction simple, on te donne la pression, mais pas les moyens. Et c'est précisément pour ça que j'ai fait le choix de travailler seul sur mes projets. Pas par rejet de la collaboration, mais parce que dans le travail en projet, l'autonomie annoncée, elle masque souvent une dépendance réelle aux décisions des autres, à leur rythme et à leur niveau d'implication. Quand tu travailles seul, tu contrôles ton temps. Quand tu travailles en projet, tu négocies avec le temps des autres. Et ce n'est pas la même chose. Tu as déjà vécu ça.
Une réunion en visio, 9h du matin pour toi, peut-être 16h pour quelqu'un d'autre dans l'équipe. Et un troisième collègue qui est là, mais pas vraiment là. Caméra éteinte, micro coupé, présence fantôme. Tu livres ta partie, tu attends un retour et le retour tarde. Je ne sais pas si c'est un problème, une désorganisation ou juste un fuseau horaire qui joue contre toi. Et dans ce silence, quelque chose se passe. Pas grand-chose en apparence, juste un doute qui s'installe. Un doute sur l'autre, sur l'engagement de l'autre, sur la fiabilité du projet en lui-même. Ce que je veux explorer aujourd'hui, c'est exactement ça. Pas le télétravail en général, cette conversation-là, on l'a déjà eue. Et ce qui se passe dans la tête des gens quand un projet se déroule à distance, dans des équipes distribuées avec des contraintes temporelles qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et les 3 effets que ça produit sur la confiance, cette ressource invisible dont personne ne parle et sans laquelle rien ne tient vraiment. En 2012, le sociologue Jérôme Siwelo publie une étude sur le travail en projet. Et il met le doigt sur quelque chose que beaucoup ressentent sans pouvoir le nommer. Le projet en tant que forme organisationnelle qui est structurellement paradoxale. Il promet la coopération, mais il organise la compétition. Il promet la confiance, mais il fabrique du doute. Pourquoi ? Parce que dans un projet, chaque membre est évalué en permanence. Tu livres, on juge. Tu avances, on observe. Tu bloques, on interprète. Autrement dit, la confiance n'est jamais acquise. Elle est constamment renégociée, étape après étape. Siwelo, il montre ça dans son étude d'équipe en présentiel. Et si c'est déjà tendu en open space, tu imagines ce que ça donne quand l'équipe est distribuée sur 3 pays, 2 fuseaux horaires, avec des vies quotidiennes qui n'ont rien en commun. C'est là qu'entre en jeu la sociologue britannique Judith Wakman. Dans ses travaux sur les temporalités numériques, parus dans Praise for Time, publié en 2014, elle montre quelque chose de contre-intuitif. Les outils numériques n'ont pas libéré notre temps. Ils ont créé une illusion de disponibilité permanente. On est connecté, donc on est supposé être disponible tout le temps. Et pourtant, quand quelqu'un ne répond pas immédiatement dans cet environnement où la connexion est la norme, le silence devient suspect. Le silence devient un signal, et ce signal, le cerveau humain, il interprète presque toujours de la même façon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que Siwelo et Wakman, chacun de leur côté, permettent de nous faire voir, c'est que le projet à distance ne détruit pas la confiance brutalement. Il la grignote, en silence, par accumulation de petits décalages, de petits malentendus temporels et de petits silences mal interprétés. À titre personnel, j'ai observé ça de près. Pas depuis l'intérieur d'une grande organisation, mais depuis l'extérieur, en travaillant avec des équipes qui me décrivaient leurs frictions. Et ce qui revenait systématiquement, ce n'était jamais la compétence. C'était le temps. Le temps qui ne s'accordait pas, les attentes qui ne se disaient pas, et la confiance qui s'effilochait dans ces interstices. Ces moments entre 2 messages, entre 2 réunions, entre 2 livrables. Ce n'est pas un problème de mauvaise personne en soi. C'est un problème de système mal calibré pour la distance. Donc voilà les 3 effets concrets que produit cette désynchronisation et ce qui change dans ta façon de lire ce qui se passe dans ton équipe. Premier effet, c'est la désynchronisation temporelle. Dans une équipe distribuée, les membres n'ont pas le même rythme. Et je parle pas seulement des fuseaux horaires. Je parle des contraintes domestiques, des habitudes de travail, des pics de concentration qui ne tombent pas au même moment pour tout le monde. Wakman l'a bien documenté. Le numérique crée une surface lisse. Tout le monde est censé être disponible de la même façon, mais derrière cette surface, les temps réels divergent. Or, cette divergence reste invisible. Personne ne la cartographie, et donc les attentes restent calées sur un temps fictif, un temps où tout le monde serait synchrone, alors que le temps réel, lui, est fragmenté. Ce que ça change dans ta lecture. Quand quelqu'un répond en retard à un de tes messages, la première question à te poser n'est pas « est-ce qu'il s'en fout ?», c'est « est-ce que nos temps sont alignés ?» Ce n'est pas la même question. Et elle ouvre un espace de dialogue qui n'existait pas si tu pars du principe que le retard est un signal d'abandon. Le deuxième effet, quant à lui, c'est la disparition des signaux faibles. En présentiel, tu peux facilement lire les autres qui sont dans la salle. Tu vois quelqu'un hésiter avant de parler, tu perçois une tension dans une épaule, une légère déconnexion dans un regard. Ce sont les signaux faibles, ces micro-informations qui te disent quelque chose sur l'état réel du groupe, indépendamment de ce que les gens disent. C'est précisément ce que Siwelo montre. La confiance dans les réseaux projets se construit sur des micro-interactions répétées, des moments informels, des échanges qui ne sont pas au programme, des choses qui se disaient communément dans le couloir, et pas dans le compte-rendu. À distance, pourtant, ces micro-interactions disparaissent. On se retrouve avec les livrables, les deadlines et les réunions, mais on perd tout ce qui était entre les deux, tout ce qui tissait vraiment le lien. La distance ne se construit pas toute seule. Elle demande un effort actif pour recréer ce que le présentiel donnait gratuitement. Un message en dehors de la réunion. Une question sur ce que l'autre traverse. Une attention portée à la personne, pas simplement à la tâche. Et enfin, le troisième effet, c'est l'opacité qui génère la méfiance. Dans un projet distribué, chacun travaille dans sa portion. Sa tâche, son outil, sa deadline. Et personne ne voit vraiment ce que fait l'autre entre 2 réunions. Cette opacité, elle est structurelle, et c'est la faute à personne. Mais elle produit quelque chose de très précis. Du doute latent. Pas de la malveillance, juste une incertitude sur ce que fait l'autre,
sur son avancement, sur ses priorités réelles. Et c'est là que tout bascule. Ce doute, s'il n'est pas nommé, il se transforme en surveillance déguisée en coordination. Des réunions de contrôle qui sont masquées en point d'avancement. Des relances habillées en questions bienveillantes. Et c'est épuisant pour tout le monde. Rendre son travail visible n'est pas une forme de justification. C'est un acte de confiance. Dire ce sur quoi tu travailles, ce qui avance, ce qui bloque. C'est donner aux autres les informations dont ils ont besoin pour ne pas combler le vide avec des suppositions. Alors pour clôturer, ce que Suelo et Wackman nous permettent de voir, c'est que le projet à distance n'est pas simplement un projet en présentiel avec des outils en plus. C'est un autre régime de confiance. Un régime où les fondations habituelles, les micro-interactions, les signaux faibles, la présence physique ont disparu. Et où rien ne les remplace automatiquement. La désynchronisation temporelle, la disparition des signaux faibles, l'opacité qui génère le doute, ces trois effets ne sont pas des bugs. Ce sont des caractéristiques structurelles du travail distribué. Et les connaître, c'est déjà ne plus les subir à l'aveugle. Et la vraie question que je te laisse avec ça, pas pour que tu trouves une réponse ce soir, mais pour que tu l'apportes un moment, c'est celle-ci. Dans les projets à distance où tu travailles, qu'est-ce qui remplace ce que le couloir donnait autrefois? Est-ce que quelque chose remplace ça? Ou est-ce que vous naviguez tous dans l'opacité en espérant que la confiance se construira toute seule, deadline après deadline? On arrive au terme de cette capsule. Dans la prochaine, on s'exportera du côté de la Chine pour voir comment se construit le tissu numérique là-bas. Jusque-là, fais attention à toi. N'oublie pas, le temps ne se gère pas, il se structure. Et c'était Mourad, on se dit à jeudi prochain. Ciao. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Si t'as aimé ce contenu, abonne-toi et partage-le massivement. Allez, let's go.